Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis Marco Brown, je travaille dans l'équipe de sciences du climat et services climatiques à Ouranos, surtout sur les ressources en eau et l'énergie, et entre autres en collaboration avec nos partenaires au Maroc. J'ai le plaisir de présenter aujourd'hui notre premier conférencier qui est Dr Abdelatif Ratabi, qui va nous parler de la collaboration entre l'Association marocaine des sciences régionales, AMSR, et Ouranos pour la réalisation des travaux du projet intitulé Vulnérabilité environnementale et socio-économique et potentiel d'adaptation au changement climatique dans la commune rurale El Faïd dans le bassin versant d'Aoulous. Pour présenter Dr Khatabi, d'abord, il est formé en tant qu'ingénieur agronome de l'Institut agronomique et vétérinaire A102 à Rabat, au Maroc, mais aussi de l'École supérieure du bois Paris, à Paris, en France. Il est ensuite titulaire d'une maîtrise en économie et d'un doctorat en foresterie de l'Université de Idaho aux États-Unis et d'une maîtrise en nouvelles technologies d'information et de communication de l'Université de Louis Pasteur à Strasbourg, en France. Avec cette formation vraiment multidisciplinaire, il est professeur d'abord à l'École nationale forestière d'ingénieurs depuis 1994. Et en plus de ça, il est professeur invité à plusieurs universités au Maroc, notamment à Casablanca, Rabat, Meknès et Tétouan. Et bon, j'ai recherché un peu et j'ai trouvé que toutes les universités au Maroc semblent porter des noms des sultans du passé plus ou moins loin. Puis après, il est chercheur associé à l'Institut royal des études stratégiques à Rabat dans son programme sur les changements climatiques. Il est chercheur associé à l'Institut du travail en Allemagne. Évidemment, avec cette biographie, il est clairement auteur de nombreuses publications et récipiendaire de nombreuses bourses de recherche et consultant pour plusieurs organisations publiques et privées, nationales et internationales comme l'UNESCO, la FAO, la Banque mondiale, l'Institut mondial de l'eau, etc. Puis il est membre de l'association Fulbright Alumni et plusieurs associations professionnelles. Il est aussi co-auteur principal du chapitre 5 du dernier rapport, de deuxième partie du dernier rapport du GIEC. Et finalement, il est membre fondateur et président de l'Association marocaine des sciences régionales avec qui on collabore. Cher Abdelatif, ça me fait grand plaisir de vous accueillir en tant que conférencier aujourd'hui. Je vous invite à partager votre écran pour la présentation et la parole est à vous. Merci, cher ami Marco, pour cette belle présentation. Je tiens d'abord à remercier Ouranos de m'avoir donné cette opportunité de collaborer avec cette institution prestigieuse canadienne et aussi avec ses partenaires et de développer une certaine collaboration étroite à travers un petit projet là que nous avons mené ici au Maroc sur la vulnérabilité environnementale et socio-économique avec l'évaluation d'un potentiel d'adaptation au changement climatique dans une petite commune rurale qui se trouve au sud du Maroc. Ce projet-là a été mis en œuvre par l'Association marocaine des sciences régionales, comme vous avez dit, en tant que coordonnateur du projet, mais en collaboration avec un certain nombre d'institutions de recherche et d'enseignement supérieur, dont celle dont je fais partie, à savoir l'École nationale forestière d'ingénieurs. Mais également, nous avons impliqué l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et également l'École nationale d'agriculture de Meknès. Et cette implication des différentes institutions a été faite à travers la collaboration avec des enseignants-chercheurs de ces institutions et puis également à travers l'élaboration d'un certain nombre de projets de fin d'études
de ces institutions-là qui ont été réalisées par des étudiants qui faisaient leur dernière année de formation en tant qu'élèves ingénieurs. Et je tiens à les remercier tous, aussi bien les professeurs que leurs étudiants. Leur nom figure dans la première page de cette présentation que j'ai l'honneur de partager avec vous. Bien, donc avant de commencer le vif du sujet, c'est-à-dire le travail que nous avons fait dans la commune rurale d'Al-Fayed, j'aimerais bien souligner donner quelques petites informations sur le changement climatique d'une façon globale et puis spécifiquement au Maroc, du fait que la problématique que nous avons traitée là-bas au niveau de la zone est une problématique liée à la vulnérabilité et adaptation au changement climatique. Comme vous le savez, et tout le monde le sait, c'est-à-dire que les changements climatiques deviennent actuellement une réalité et que le système climatique change avec des augmentations des températures, les augmentations des extrêmes climatiques, les fonds des neiges, les élévations des niveaux de la mer, et j'en passe. Et ce changement climatique est appelé aussi à se exacerber selon les différents scénarios, aussi bien pour les scénarios optimistes que pour les scénarios pessimistes, c'est-à-dire les changements climatiques sont avec nous, ils resteront avec nous dans le futur et leurs impacts seront là. Il va falloir savoir comment on pourrait s'adapter avec ces impacts, sachant que le côté mitigation ou atténuation et relève de politiques et de grands projets qui normalement se réalisent pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Nous, à ce niveau-là, nous sommes concernés uniquement par l'adaptation dans ce petit projet-là. Donc, le climat du Maroc, comme vous le savez, le Maroc se trouve au nord de l'Afrique. Ça, je le dis pour des collègues peut-être qui ne sont pas très familiers avec le Maroc, et je m'excuse auprès de mes collègues marocains qui le connaissent bien. Donc, c'est un petit pays qui se trouve au nord-ouest de l'Afrique, du fait de sa situation géographique côté méditerranéen et également avec une côte atlantique, il a un climat assez diversifié, mais qui tend principalement vers l'aridité. Cette aridité aussi qui est caractérisée par une certaine irrégularité des précipitations et puis une grande variabilité biologique. Donc, c'est un pays qui est structurellement et initialement déjà vulnérable à la rareté de l'eau et puis également vulnérable à l'augmentation des températures, sachant que la majorité du territoire est aride ou semi-aride. Donc, nous nous retrouvons dans un pays qui est déjà structurellement vulnérable et la commune sur laquelle nous allons travailler se trouve encore dans des zones beaucoup plus vulnérables du Maroc qui se trouvent principalement au milieu du pays vers le sud. Donc, le changement climatique, comme j'ai dit que c'était une réalité, d'après un certain nombre de simulations, des scénarios au niveau du Maroc, bien sûr, l'évolution du climat du Maroc, selon différents scénarios, va évoluer vers une augmentation des températures vers la fin du siècle et au milieu du siècle, et puis également vers une diminution des précipitations. Là, je donne quelques résultats d'une étude à laquelle j'avais contribué, qui a été réalisée par la Banque mondiale en 2013, qui donne un peu les différentes évolutions auxquelles on peut s'attendre, que ce soit au milieu du siècle ou à la fin du siècle en termes de température et puis de précipitation. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le Maroc est déjà un pays sec. Il a vécu dans le passé énormément de récurrences d'épisodes de sécheresse, et ces sécheresses deviennent de plus en plus fréquentes et puis elles durent encore de plus en plus. Je présente ici une petite carte sur notre étude de la Banque mondiale qui montre la distribution spatiale
de l'occurrence des sécheresses de différentes intensités au niveau du territoire marocain. C'est des sécheresses ici avec des périodes de retour de 5 ans. Donc, il y a les sécheresses qui menacent en quelque sorte aussi bien l'activité économique que le bien-être de la population au niveau du pays. Et cette menace devient de plus en plus exacerbée ou s'intensifie dans le futur. Et puis, il y a un autre phénomène aussi qui menace que nous vivons ici au Maroc fréquemment, ce sont la récurrence des inondations. Cette année-là, on a vécu un certain nombre d'inondations et elles dépendent bien sûr de l'irrégularité des pluies qui devient de plus en plus forte et arrive dans des petites périodes de temps, et également de la destruction, de la dégradation des écosystèmes naturels et de l'érosion au niveau des hauteurs et des montagnes. Et ça entraîne une forte vulnérabilité aux inondations. Et là, la carte que je vous présente ici, c'est date de 2020, c'est les 400 sites qui sont vulnérables, enfin, qui ont été recensés au niveau du Maroc. Et on voit dans le petit cercle là, rouge, c'est là où notre territoire d'études se trouve, et c'est là où on trouve une grande concentration de points qui sont vulnérables aux inondations. En termes de conclusion pour le changement climatique au Maroc, en termes d'évolution observée, il y a une tendance à la hausse des températures saisonnières et annuelles, et cette tendance est accompagnée d'un changement des extrêmes thermiques, par exemple les sécheresses, les vagues de froid et les vagues de chaleur, ou bien les journées chaudes ou les journées froides. Tendance à la baisse des cumuls pluviométriques, notamment printaniers, avec un allongement de la période maximale de sécheresse. Et là, ça a été observé également cette année. En termes de changements futurs, il y a différents modèles et scénarios projettent un réchauffement accompagné d'une hausse d'extrême chaud, une baisse d'extrême froid et des réductions de cumuls pluviométriques. Bon, donc nous sommes dans la même dynamique qui est observée à travers le monde et qui est beaucoup plus renforcée au niveau du nord de la Méditerranée. Notre zone d'étude, qui est la commune rurale de Faïd, c'est une commune qui se trouve qui relève de Qaïda de Faïd et puis du cercle de l'Adbarhel et de la province de Taroudant que nous voyons ici. C'est la province de Taroudant, et là nous voyons la petite commune rurale. Cette commune rurale se trouve dans la province de Taroudant. La province de Taroudant elle-même se trouve dans le bassin hydrographique du Souss Massa, qui connaît un certain nombre d'enjeux et de problématiques qui sont liés au changement climatique, à la rareté de l'eau et également à d'autres enjeux économiques. Donc c'est un bassin qui a une certaine rareté en eau quand on le compare par exemple aux autres bassins du nord du Maroc qui sont beaucoup plus humides. Donc c'est un bassin qui regroupe 8 provinces, il représente 4,5% de la superficie du pays, il abrite 2,3 millions d'habitants. Il est caractérisé par un climat aride, des ressources hydriques limitées et irrégulières et qui ne sont pas, je veux dire, rationnellement utilisées du fait qu'il y a un certain nombre de développements économiques principalement liés à l'agriculture intensive qui utilise de l'eau. 3 principales activités qu'on trouve dans la région, et c'est les mêmes un peu qu'on trouve aussi au niveau de notre petit territoire, c'est l'agriculture, l'expansion des superficies irriguées, la surexploitation des ressources souterraines, la salinisation des aquifères, surtout pour les aquifères qui sont côtiers. Bien, en termes de présentation de la zone, je vais vous présenter un peu cette commune pour que vous ayez une idée un peu sur comment il est. C'est une zone, c'est une commune qui couvre à peu près 48 000 hectares avec une petite partie de basse ici qui est de basse altitude, et puis la grande partie de la commune c'est presque des plateaux et un peu de la montagne, et avec une altitude moyenne de 864 mètres, et l'altitude élevée ça va jusqu'à 1800, et l'altitude la plus basse c'est 460. Donc c'est principalement une montagne et une commune
montagneuses ou une petite plaine qui est entourée par des montagnes de part et d'autre. Et ces montagnes-là qui l'entourent, bien sûr, drainent de l'eau des pluies et qui se rabattent sur le petit territoire qui est plat et qu'on voit sur cette photo qui est en haut et cause énormément d'inondations et de crues. Et d'ailleurs, le nom, le faïd, en arabe, ça veut dire la crue. C'est-à-dire la commune, cette collectivité territoriale est appelée au nom du problème qui se trouve là-bas depuis longtemps, à savoir les crues. En termes d'occupation du sol de la commune, pour voir le type d'occupation du sol, principalement, c'est la forêt qui l'occupe, ce que nous voyons ici en vert, mais c'est une forêt qui est très relativement éparpillée avec faible densité et c'est pas vraiment des forêts comme on les considère au Canada ou dans les autres pays tempérés, mais c'est une forêt principalement des arbres éparpillés. C'est à base de l'arganier qui est une espèce endémique du Maroc et ainsi de suite. Donc c'est principalement les terrains forestiers et qui sont délimités d'ailleurs, un peu de terrain de parcours, des terrains nus surtout en altitude, et il y a des terrains qui sont occupés par une agriculture traditionnelle qui est pratiquée avant dans la commune, avec maintenant le problème qu'on constate actuellement, c'est une invasion d'une agriculture beaucoup plus intensive et commerciale, et ce grâce à la migration des agriculteurs qui se trouvent en bas à l'aval du bassin du Souss-Massa, dans lequel les nappes phréatiques sont plus ou moins asséchées et migrent vers le nord ou vers l'amont du bassin, là où la nappe phréatique est encore assez relativement riche par rapport à ça. Donc, on voit cette invasion un peu de l'agriculture intensive. Et puis, ce qu'on voit en rouge, ce sont les agglomérations d'habitations qui sont dans la commune, et on voit qu'ils sont beaucoup plus condensés au niveau des basses altitudes qu'au niveau de la montagne. En termes de climat de la commune, c'est-à-dire ce sont des petites précipitations, une moyenne de 300, entre 300, une moyenne de 300 mm par an dans ces deux stations que j'ai présentées ici. Donc, c'est rien du tout quand on compare rien qu'avec le nord du Maroc, où parfois ça peut atteindre 800-900 mm de précipitations. Puis des températures assez élevées en été et puis assez basse en hiver, donc ce qui reflète normalement ce climat continental dans la zone. Et puis on voit un certain le nombre de villages qu'il habite, avec un certain nombre de ravins ou, si on veut, de petites rivières ou de petits fleuves qui la traversent de tous les côtés et qui la sillonnent du haut vers le bas et qui arrive sur le Oued Souss qu'on voit ici, c'est-à-dire le Oued Souss qui prend naissance normalement au nord à l'amont de la plaine du Souss et qui atterrit vers l'océan. Donc, ces ravins-là, ils mènent vers le Souss. Donc, en termes de démographie, là, il est habité par 12 000 habitants et on voit la répartition des personnes, des individus, de la population dans les douars que j'ai représenté ici comment on appelle ça, voilà, ces barres-là qui représentent proportionnellement le nombre de personnes, et on voit que la concentration de la population se trouve dans les parties les plus basses de la commune. Donc, c'est 57 agglomérations. Dans ces 57 agglomérations, on trouve une centaine d'associations locales, principalement des associations de développement qui s'occupent du développement des villages. Et puis, on trouve également des associations de la protection de l'environnement. Et puis, il y a 9 coopératives, principalement celles qui travaillent sur la valorisation de noix de l'argan et puis également sur la valorisation des produits agricoles, principalement la commercialisation du lait de l'huile
Et puis, bien sûr, dans la commune, il y a un certain nombre de représentants. La commune a des relations avec un certain nombre de représentants administratifs des autorités nationales au niveau local. Et donc, tout ceci, ça constitue un certain nombre d'acteurs et de parties prenantes qui sont là. On a fait une petite analyse des parties prenantes pour voir un peu que les différents organismes et organisations, que ce soit organismes publics ou non publics, les ONG ou des organisations internationales qui collaborent ou qui actent au niveau de ce territoire. En termes de données sociodémographiques et infrastructures de base, nous avons collecté toutes les informations relatives à la sociodémographie dans les douars et en nous aidant bien sûr avec les recensements officiels, principalement celui de 2014, le dernier des recensements, mais nous avons identifié et puis recensé toutes les infrastructures et des établissements qui existent au niveau de Douala. Nous avons mis ça sur une carte Google Maps que nous mettons à la disposition des acteurs locaux dans laquelle on peut trouver toutes les informations pour chaque douar. Donc, en termes d'activités économiques qui sont exercées dans la zone, les principales activités économiques sont l'agriculture, et l'agriculture, comme j'ai dit, traditionnelle, basée sur des dérivations de eaux, de jouets, de ressources, et puis basée sur la céréaliculture, un peu d'arboriculture, essentiellement l'olivier et les amandiers. Mais il y a, comme j'ai dit, il y a une agriculture intensive et commerciale qui commence à se développer dans la région et bien sûr par des investisseurs étrangers, non pas les investisseurs au niveau local. Et puis, il y a la commune aussi, est basée sur une économie d'élevage, principalement le caprin, l'ovin et le bovin. Et le caprin, comme on peut le voir, c'est le seul animal au Maroc qui peut grimper sur les arbres. Et puis, l'arbre qui est en train d'être brouté ici, c'est l'arbre de l'arganier. Et puis, il y a des petites activités secondaires comme le salariat, et puis les gens qui travaillent dans le bâtiment, et ainsi de suite. Donc, il y a une petite superficie agricole, 53 200 hectares, avec principalement des terrains collectifs qui appartiennent vraiment à la collectivité et à très peu de terrains privés. Bon, les risques de sécheresse et d'inondation dans la commune, comme j'ai dit, que ce sont deux risques majeurs qui menacent la commune. D'abord, les inondations parce qu'ils se trouvent au pied de deux montagnes qui déversent l'eau sur cette commune, et puis également des sécheresses parce que c'est une commune qui est basée principalement sur la pratique agricole, et on sait que l'agriculture dépend de la présence de l'eau, que ce soit l'agriculture irriguée ou l'agriculture pluviale. On a fait une analyse des risques de sécheresse et d'inondation dans la commune. Nous avons analysé l'évolution du régime pluviométrique au niveau de la commune avec son impact sur l'amplification des sécheresses. On a caractérisé le bassin des points de vue hydrauliques et hydrologiques, et on a délimité de façon précise les zones inondables de la commune rurale d'Olfed. Et tout ceci pour pouvoir envisager des solutions ou des mesures d'adaptation. En termes d'analyse du régime pluviométrique, les données utilisées sont deux données de deux stations qui sont à côté de la commune Emergen et Pont-d'Aulose. Et on a fait une analyse tendancielle des précipitations annuelles et saisonnières, et une analyse de l'évolution des sécheresses par l'indice standardisé des précipitations pour pouvoir caractériser les périodes et ont déterminé quelles sont les périodes de sécheresse. Nous avons utilisé le SPI de 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois pour essayer, sur 47, on peut essayer de caractériser ces sécheresses en termes de période et durée, en termes d'intensité et en termes également de fréquence. Bon, comme on voit ici, il y a une certaine variabilité des précipitations annuelles. Ça peut aller juste de 600 jusqu'à une centaine de millimètres par an, et on voit une certaine tendance qui n'est pas assez claire dans ceci. Mais quand on voit, par exemple, on peut dire que peut-être que moyennement sur l'année, ça n'évolue pas ni vers le haut ni vers le bas, mais si on regarde et si on constate qu'est-ce qui se passe au niveau des variations
des précipitations au niveau des différentes périodes de l'année, c'est-à-dire les saisons, on voit que les précipitations hivernales diminuent, ont une tendance à la diminution, ainsi que les précipitations printanières. On voit une augmentation des précipitations estivales et puis une augmentation des précipitations automnales, ce qui va normalement, les précipitations d'été, ce sont des averses qui ne sont pas très bénéfiques pour l'agriculture. Celles qui sont bénéfiques pour l'agriculture, ce sont les précipitations printanières, et on voit qu'il va y avoir un impact, ou là, ceci cause un impact sur l'agriculture. Et puis on voit un déplacement des précipitations vers l'automne, ce qui va peut-être demander à ce qu'il y ait un changement dans les calendriers agricoles, à ce qu'ils soient beaucoup plus précoces qu'auparavant. Les durées des sécheresses, on a constaté qu'il y a 2 à 3 sécheresses par une dizaine par 10 ans, et toutes ces sécheresses sont modérément secs et ainsi de suite. Que ce soit en utilisant les SP 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 12 mois. En termes de modélisation hydrologique, pour voir un peu les zones qui seront inondées ou qui sont inondables au niveau de la commune, nous avons fait une modélisation hydrologique. Comme on voit ici, la commune qui se trouve dans le bassin amont, enfin la partie amont du bassin du Sousse, et la partie aval, c'est celle qui n'est pas colorée ici. Donc, cette modélisation a été faite en utilisant des données d'une station Immergen qui se situe un peu à l'amont du territoire de la commune. C'est elle qui, normalement, c'est cette zone-là qui alimente un certain nombre de ravins ou de petites rivières qui déversent dans la commune, qui créent des problématiques d'inondation. Et on voit ici que cette modélisation a été faite pas uniquement au niveau du territoire communal qui est un territoire administratif, mais on a travaillé sur le bassin versant, le petit bassin versant qui entoure la commune pour pouvoir modéliser. Et puis, ce qui a été déterminé, constaté que les zones qui sont inondables au niveau de la commune, ce sont les zones, bien sûr, qui sont dans la partie basse de la commune. Et c'est là où il y a un groupement de villages et de populations. Et puis également, c'est là où il y a un développement d'une agriculture intensive. Donc, comme on l'a vu aussi cette année, il y a beaucoup de dégâts qui se sont produits dans des fermes agricoles à cause de ces inondations, et également sur les infrastructures de la commune. Donc, on voit un grand territoire qui est inondé. Bien sûr, c'est qui n'est pas inondé, c'est la montagne ou la basse montagne ou la haute montagne. Donc, pour la superficie inondée, est à peu près 30% de territoire de la commune pour des temps de retour des inondations de 50 ans. En termes de vulnérabilité, ça, nous avons parlé maintenant des 2 aléas climatiques, à savoir les sécheresses qui se répètent et puis également les inondations. Maintenant, on va parler de la vulnérabilité biophysique et socio-économique de la commune. Comment il a été touché. Cette vulnérabilité physique et socio-économique, d'abord, on va évaluer d'une manière spatio-temporelle l'occupation du sol sur les 18 dernières années pour voir comment l'occupation des terres a changé, que ce soit sous la pression de l'agriculture, d'autres activités anthropiques, ou également sous la pression des aléas climatiques. On a établi une carte de vulnérabilité à l'érosion, sachant que, comme j'ai dit, la commune elle est plutôt montagneuse et que le couvert végétal n'est pas très important. Donc, il y a beaucoup d'érosion. Et puis, on a évalué le processus d'érosion par ravinement dans la zone via des modèles de prédiction pour prédire ces ravinements au niveau de la commune. Et puis, on a évalué la vulnérabilité des ménages en se basant sur le degré d'exposition, la sensibilité, la capacité d'adaptation et le rôle, et également le rôle de l'économie sociale et solidaire dans la gouvernance territoriale. Comme j'ai dit tout à l'heure, que la commune dispose d'une centaine d'associations et puis d'une dizaine à peu près de coopératives, et ces associations coopératives contribuent bien sûr à renforcer la capacité
adaptative de la population à travers le renforcement du capital social de la zone. Donc, l'évaluation de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation du sol a été faite, bien sûr, en utilisant des images satellites et puis également la digitalisation. Et on a fait des occupations, des évolutions entre 2001 et 2011, 2011 et 2019, et puis 2001 et 2019 pour ne pas calculer un peu les superficies qui sont perdues ou gagnées par les différentes occupations du sol, avec les détections de changements. Donc, cette dynamique spatio-temporelle, ce qu'on peut constater, c'est que entre 2001 et 2019, c'est que, bien sûr, le bâti a augmenté parce que la population augmente, la construction augmente. L'agriculture intensive en termes de superficie a augmenté. Les terrains de culture traditionnels ont diminué parce que là où l'agriculture intensive s'est développée, normalement, c'est des terrains qui étaient utilisés par une agriculture traditionnelle vivrière antérieurement. Et puis, on voit que des terrains de forêt ont régressé et puis les parcours, les sols nus ont progressé. Et bien sûr, c'est les terrains de forêt qui deviennent des terrains de parcours avec la disparition de la partie arborée de la végétation, mais les terrains, le domaine forestier est resté en tant que domaine forestier délimité et il ne change pas. Mais on parle ici juste du type d'occupation du sol. Et puis, comme j'ai dit, c'est le type d'agriculture intensive qui se développe là-bas, principalement basé sur le maraîchage et puis sur les agrumes. Et ça, il connaît un grand développement durant les 20 dernières années. On peut constater ici les superficies qui ont été transformées, par exemple, des terrains de culture traditionnels en terrains de culture intensive et également de la forêt en d'autres utilisations du sol. Dans cette dynamique spatio-temporelle, les facteurs de changement qui ont été observés, c'est-à-dire une sévérité du climat, augmentation des températures, des sécheresses et des inondations de la zone, l'extension de l'agriculture intensive, l'exode rural, l'abandon de l'agriculture traditionnelle à cause de sa faible production et puis aussi à cause de la compétition, de la concurrence de l'agriculture intensive qui offre plus d'argent pour les gens pour louer leur terrain ou pour vendre le droit d'usage parce que principalement ce sont des terrains collectifs. Et ceci a des impacts sur la diminution des ressources naturelles, principalement l'organique, l'arbre qui se trouve principalement dans la forêt, et puis le forage, l'épuisement de la nappe et la pénurie d'eau. Et on constate qu'il y a une diminution de la nappe phréatique de l'automne et ça diminue à peu près d'1 mètre chaque année. Et au sud, à l'aval du bassin du Sousse, ça diminue de beaucoup plus que ça. Donc, comme je l'ai dit, l'amont, c'est assez fourni en termes de ressources hydriques souterraines. On a élaboré la carte de vulnérabilité à l'érosion de la commune de Fed et puis, comme je dis, on utilise les images satellitaires, la carte du couvert végétal, pour développer les cartes de couvert végétal, des données de précipitation pour développer les cartes d'érosivité des pluies, des données pédologiques pour la carte d'érodibilité et ainsi de suite. Donc, le modèle US a été utilisé pour déterminer l'érosion potentielle et puis également la carte d'érosion réelle qui a été estimée, l'érosion estimée en tonnes par hectare et par an. Et cette carte a été visualisée par ce graphique-là. Donc, là, on voit qu'environ 30% des territoires de la commune souffrent d'une à très forte vulnérabilité à l'érosion, comme on le voit ici, les parties qui sont très rouge foncé et rouge moyen. Ce qui est jaune, c'est les zones normalement qui sont plates et où il n'y a pas beaucoup d'érosion parce qu'il n'y a pas de pente. Et également, il y a une utilisation agricole qui a un couvert végétal assez important que dans la montagne. Donc, on a développé les zones, on identifie les zones qui sont fortement vulnérables à l'érosion hydrique. Et puis, on a également évalué et cartographié les ravins et essayé de les modéliser.
Et en utilisant un certain nombre de facteurs, l'élévation, la pente, l'exposition, le plan de couverture et ainsi de suite pour développer ce ravinage, cette érosion par ravinement. Là, donc la cartographie des 12 facteurs retenus pour la prédiction de la susceptibilité au ravinement sont présentés ici et tous montrent que plus de 30% du territoire de la commune présente une pente supérieure à 50%. Donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un territoire assez montagneux. 30% du territoire se situe à plus de 1000 mètres d'altitude. Le domaine forestier, l'occupation dominante, à peu près 60% de la surface de la commune, c'est des domaines forestiers couverts par l'argalier. 25% de la zone présente un terrain concave et 35% un terrain convexe. La partie sud de la commune présente des valeurs d'SPI et de CTI élevées. Et puis plus de 85% de la zone présente des valeurs d'une DVI proche de zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de végétation qui correspond à des surfaces qui sont nues, vides ou asylvatiques, principalement en haute altitude. Un inventaire des ravins a été fait sur le terrain et puis en utilisant Google Earth pour digitaliser. Presque 900 ravins au total ont été digitalisés, dont 85% ont été utilisés comme un ensemble d'entraînement et 15% comme un ensemble de validation. Ici, la carte qui a été digitalisée avec l'ensemble des ravins de la commune. Comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que tout le territoire de la commune, ici, on n'est pas des ravins, et ceci à cause des écoulements et de la rareté ou de la faible couverture végétale qui se trouve dans la montagne. En termes de carte de susceptibilité à l'érosion qui a été développée en utilisant 3 modèles, dont le modèle de Random Forest qui s'est montré le plus précis, du fait que 98% des observations ont été correctement classifiées par ce modèle, et d'après ce modèle-là, environ 50% du territoire communal souffre d'une forte à très forte susceptibilité au ravinement, comme on le voit dans la carte présentée. Rouge vif, c'est très fort, et puis ça va jusqu'à très faible qui est le jaune, et on voit que le ravinement touche presque plus de 50% de la commune. Ce ravinement-là, on peut l'observer également sur le terrain, parce qu'on a fait un peu des comparaisons des lits des ravins entre 2010 et 2009 sur 3 ravins, principalement ceux qui sont importants, et on voit qu'il y a sur les 10 ans, il y a une perte un peu sur des petits tronçons là ici, à peu près de 1000 mètres carrés, puis de 800 ici, ainsi de suite, juste sur des petits tronçons qui ont été comparés. Bien, nous avons parlé de la vulnérabilité physique, c'est-à-dire en termes d'érosion, de ravinement et d'inondation. Maintenant, on va parler de la vulnérabilité des ménages et de la population locale à ces effets des changements climatiques qui ont été discutés et présentés pour eux. C'est vrai que avec l'avènement de la pandémie, on n'a pas eu l'occasion, l'opportunité de regrouper les gens autour de la table et de discuter, mais les contacts ont été faits par des enquêtes et des entretiens téléphoniques pour essayer de valider, de comparer ou de collecter de l'information. Donc, on a utilisé ce coefficient d'indice de vulnérabilité à travers un certain nombre d'indicateurs socio-économiques qui ont été collectés, et puis selon 3 dimensions d'exposition, sensibilité et de la capacité d'adaptation pour déterminer ce coefficient de vulnérabilité. Et ces enquêtes ont été faites dans 15 douars, 110 ménages ont été concernés
cette évaluation. Nous avons développé cet indice-là qu'on a mis dans ce diagramme d'araignée selon les 3 dimensions qui sont la capacité d'adaptation, la sensibilité et l'exposition, et les 12 devoirs qui ont été normalement enquêtés présentent des différentes vulnérabilités en fonction, bien sûr, de leur capacité d'adaptation, de leur sensibilité, et puis également de leur exposition. Alors, il y a des devoirs qui sont très exposés, par exemple, aux inondations, par contre, d'autres ne le sont pas. Tous sont exposés aux sécheresses, mais ceux qui possèdent des terres agricoles sont beaucoup plus sensibles que ceux qui ne possèdent pas des terres agricoles, ou bien ceux qui possèdent des cheptels, normalement, sont beaucoup plus sensibles que ceux qui ne le possèdent pas. Donc, on a évalué ceci et trouvé que la majorité des douars sont normalement majorité des douars sont moyennement vulnérables ou hautement vulnérables. Certains douars sont faiblement vulnérables, mais on peut constater que la majorité, c'est-à-dire des douars qui ont été enquêtés, sont dans le moyennement vulnérable à hautement vulnérable. Parmi les 12, il n'y a aucun qui est classé faiblement vulnérable, mais on peut trouver parmi les 57 douars qui restent ceux qui sont faiblement vulnérables. Et puis, dans les activités socio-économiques qui sont exercées dans la zone, il y a l'agriculture qui constitue l'activité principale, source de revenus pour la population. On s'est intéressé également à voir comment cette agriculture vit avec cette évolution climatique et principalement les sécheresses et les inondations. Donc, une enquête a été faite auprès de 52 agriculteurs et puis également auprès de certaines institutions agricoles, par exemple le CCA et le CMV qui sont à Ouloz, à travers un questionnaire et un guide d'entretien. Et encore une fois, ceci a été fait par enquête téléphonique. Et puis par enquête téléphonique. D'après les perceptions des agriculteurs sur les facteurs qui menacent, que ce soit la durabilité de l'agriculture traditionnelle, on trouve bien sûr 27% déclaré que la sécheresse constitue un facteur menaçant. Et 25% ont constaté que l'installation des investisseurs nouveaux, c'est-à-dire qui font la promotion de l'agriculture intensive, constitue un problème pour la durabilité de l'agriculture traditionnelle qui existait auparavant. 15% le rabattement de la nappe qui est bien sûr exacerbé par cette intensification agricole. Et puis également par l'exode rural, parce que ce qu'on constate dans la région et ce qu'on peut constater dans plusieurs régions rurales du Maroc, c'est qu'il y a une faible disponibilité de la main-d'œuvre agricole à cause de l'exode rural des jeunes qui ne veulent plus rester sur les territoires ruraux et vont en ville. En termes de facteurs qui menacent la durabilité des ressources en eau dans la région, 60% des agriculteurs déclarent que c'est la sécheresse, 19% à peu près l'installation des investisseurs étrangers ou de l'intensif, et puis 8% pour les prélèvements de l'eau qui sont excessifs, des prélèvements de l'eau, et puis 5 par les prélèvements de l'eau excessifs qui est la surexploitation. En termes de facteurs qui menacent, là, en termes d'impact qui ont été constatés par les agriculteurs, impact relatif au changement climatique sur le système de production agricole, on trouve que 85% ont signalé qu'il y avait une baisse de rendement dans la production agricole. 5% ont dit qu'il y a un délaissement des cultures à cause des changements climatiques. 5% ont dit qu'il y a une diminution de la superficie agricole utile qui est normalement emblavée. Et puis 3% ont déclaré qu'il y a une diminution de la taille du cheptel. Donc, si on voit principalement, d'après l'avis des agriculteurs et leur perception, c'est que 80% ont déclaré qu'il y a une baisse des rendements agricoles à cause des changements climatiques.
Comme j'ai dit, il y a un certain nombre d'associations et de coopératives qui exercent dans la zone, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et on s'est intéressé à voir comment cette économie sociale et solidaire contribue à la gouvernance territoriale et puis également au fonctionnement de la communauté. Et nous avons fait des enquêtes auprès de ces associations, à peu près de 9 coopératives et de 53 associations. Ça veut dire 50% des associations ont été interviewées et la totalité des coopératives qui existaient dans la zone ont été interviewées en essayant de déterminer un certain nombre de variables avec leurs indicateurs, par exemple les acteurs, le nombre et le type, l'espace physique, que ce soit le douar ou la situation géographique, le territoire dans lequel normalement ils agissent. Si uniquement leur agglomération d'habitation dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire les douars, ou bien ça couvre tout le territoire de leur commune, ou bien à l'extérieur de leur commune, c'est-à-dire la situation géographique. Et puis le temps, c'est-à-dire de l'année, le nombre de projets qui ont été réalisés, c'est-à-dire dans le temps et la durée, les dates de constitution, et puis tout ce qui concerne un peu la gouvernance en termes de gestion des associations et des coopératives locales. Donc, bon, on a déterminé un certain nombre de paramètres et on a trouvé un certain nombre d'informations que je n'ai pas le temps de présenter ici, mais tout ce que je veux présenter, c'est une analyse SWOT de cette économie sociale et solidaire pour voir un peu quelles sont ses forces, les forces dont elle dispose et les faiblesses, ainsi que quelles sont les opportunités qui existent au niveau de la zone et les contraintes. En termes de force, il y a une disponibilité des bénévoles. Les gens ils sont motivés et pour le travail de bénévolat et le travail associatif. Il y a un engagement des membres dirigeants de ces associations et coopératives, c'est-à-dire les gens qui sont impliqués dans la gestion. Il y a des adhérents qui sont ambitieux à aller loin et puis à chercher mieux des disponibilités de ressources naturelles au niveau de la zone, même si elles sont limitées. Mais bon, pour le fonctionnement de ces associations, ils sont assez suffisantes. Par contre, ils ont des difficultés d'accès au financement du fait qu'ils n'ont pas beaucoup de... ceci est lié peut-être à faibles compétences managériales des membres et leur formation qui n'est pas assez suffisante pour pouvoir chercher des financements en dehors ou à l'extérieur de leur commune. Et puis des organisations qui sont créées parfois sans objectif, on crée des associations, des coopératives, parfois sans vouloir même, ou sans savoir quels sont les objectifs à suivre ou comment élaborer un plan d'action pour atteindre ces objectifs. Il y a des opportunités en contexte socio-économique favorable, une subvention de l'INDH, c'est-à-dire l'Initiative nationale de développement humain, et puis il y a également des soutiens de certaines organisations internationales, bailleurs de fonds qui actent dans la zone. Bien sûr, il y a des contraintes, enfin des menaces qui sont liées bien sûr, à la façon de gérer, qui peut dépendre des individus qui sont aux commandes de la gestion des organisations, un faible soutien des acteurs publics, peut-être qu'il ne peut pas durer longtemps. Les mesures d'adaptation qui ont été proposées. Excuse d'interrompre, Abdelatif, on devrait terminer bientôt, juste un petit rappel. Oui. Voilà, exactement. Donc, des mesures d'adaptation qui ont été proposées. Nous avons proposé des mesures d'adaptation pour dimensionner les systèmes de collecte des eaux pluviales afin de réduire les eaux de ruissellement, proposer des actions de lutte anti-érosive et proposer des actions d'adaptation de l'agriculture. Pour les eaux pluviales, bien sûr, vous savez, il y a différents types de collecte, le macro-captage, le micro-captage, collecte par les toits, les bassins à ciel ouvert. Et puis, il y a déjà des systèmes traditionnels qui existaient dans la zone avant la dotation de l'eau potable par approvisionnement par tuyau. Les gens utilisaient normalement des bassins souterrains. Le sous-sol, maintenant, ils sont abandonnés, comme on le voit sur ici, mais on voit également les gens qui sont intéressés à mettre en place des bassins de collecte assez récents.
Donc, les collectes modernes des eaux pluviales, ça peut concerner l'entretien d'ouvrages déjà existants pour les moderniser et pour les réhabiliter, les ouvrages domestiques modernes pour la collecte de l'eau au niveau des maisons. Nous avons aussi envisagé et fait la conception d'ouvrages installés dans des écoles pour la collecte de l'eau et des impluviums communautaires pour un certain nombre d'agglomérations qui sont proches. Et là, les impluviums communautaires au niveau du territoire que nous avons envisagé, ils sont sur cette carte-là avec les superficies normalement de drainage des eaux. Il y a également une conception de la contenance et de la capacité de stockage de ces ouvrages. Et puis des ouvrages qui sont normalement conçus pour la collecte des eaux pluviales au niveau domestique avec une capacité de 9 mètres cubes. Pour les écoles, des capacités, 27 écoles normalement ont été considérées pour mettre en place des ouvrages pour la collecte des eaux pluviales. Et puis, et également pour pour les ménages 27 et puis pour les écoles, je ne me rappelle plus combien d'écoles, mais bon, pour les ménages 27. Et nous avons fait une estimation approximative du coût. Bon, pour des mesures d'adaptation pour diminuer le risque d'inondation et limiter l'érosion ravinaire, 3 zones territoriales au niveau de la commune dans lesquelles l'érosion est très abondante et importante ont été identifiées, c'est ce que nous voyons ici. Et pour ces 3 zones, nous avons conçu des mesures de correction des ravins en utilisant par exemple des seuils de pierre sèche, des seuils de pierre sèche série 2, des seuils en terre enherbés et ainsi de suite. Donc il y a pour les 3 zones, ici je vous montre uniquement une zone, nous avons conçu un plan pour la mise en place de ces seuils de collection des ravins. Pour les solutions proposées par les agriculteurs eux-mêmes pour assurer la durabilité des ressources hydriques dans la zone, il y a 33% qui demandent à ce qu'il y ait un renforcement de la surveillance de l'État, principalement pour les fourrages qui devraient normalement être contrôlés, l'adoption d'un goutte à goutte, c'est-à-dire d'une irrigation localisée au lieu par drainage. 27% des agriculteurs ont signalé ceci, ont recommandé ceci. Interdire l'installation de nouveaux investisseurs, c'est-à-dire limiter les terres irriguées par les pompages et principalement ces terres intensives de grande superficie qui basent sur l'agriculture commerciale et intensive. Et puis, 17% ont parlé ou ont mentionné qu'il y a nécessité de sensibiliser les agriculteurs aux enjeux du changement climatique et principalement de la rareté de l'eau dans la zone. Et je vous remercie de votre attention. Pardon si j'étais un peu lent, si j'ai dépassé le temps qui est imparti. Merci. Merci beaucoup, Abdelatif, pour cette présentation vraiment très riche. J'étais au courant qu'il y avait vraiment une vaste panoplie de sujets qui est abordée. Alors, merci pour cette présentation encore. Je regarde le chat et là, je vois une question de Alain. Alain, veux-tu poser ta question? Oui, c'est ça. Ouais, merci pour la présentation qui couvrait vraiment là, de la science du climat ou de l'hydroclimato jusqu'aux options d'adaptation. Puis ma question était justement en lien avec l'adaptation. C'est-à-dire, est-ce que dans le projet, puis là, je sais que la COVID est venue perturber beaucoup les choses, mais est-ce qu'il est prévu ou est-ce que vous avez eu des liens ou des discussions plus approfondies avec les acteurs décisionnels en cours de projet là, afin qu'ils soient sensibilisés par rapport aux risques, aux enjeux, etc. Est-ce que les acteurs sont déjà bien au fait ou encore est-ce qu'ils perçoivent qu'il y a des problèmes, mais qu'il manquait peut-être des données pour confirmer qu'il y avait ce genre de problème-là? Et est-ce qu'ils sont en train d'intégrer ces informations-là pour peut-être revoir certaines stratégies de développement économique, développement social, etc.? Bon, pardon. C'est-à-dire qu'au niveau, c'est un petit territoire de la commune, les acteurs qui agissent là-bas, au niveau territorial, il y a
la collectivité, enfin la commune, le bureau de la commune, de la collectivité territoriale qui était impliqué depuis le début jusqu'à maintenant. Et puis toute la formation que nous avons produite, nous l'avons développée en concertation avec eux et puis ils ont été, bon, par exemple, ils ont reçu toute l'information. D'ailleurs, la semaine dernière, je leur ai envoyé tous les documents qui ont été élaborés dans le cadre du projet, c'est-à-dire que ce soit les mémoires de fin d'études ou les rapports. Et ces informations-là, bien sûr, ils vont les utiliser pour que ce soit comme information, que ce soit pour développer d'autres projets ou là pour se préparer dans moment où ils ont des planifications à faire et ainsi de suite. Et puis les autres acteurs qui sont dans la région, il y a le forestier. Le forestier est très sensibilisé. D'ailleurs, je l'ai vu rien que la semaine dernière, au niveau provincial, ils sont très intéressés à coopérer avec la commune pour toute action qui va normalement aller dans le sens de la protection des écosystèmes forestiers et puis la protection contre les inondations parce que ça relève ici de la compétence des forestiers. C'est eux normalement, qui construisent ces ravins-là, ou ces seuils au niveau des ravins, principalement dans le domaine forestier. Donc, le forestier, il a l'information, il est sensibilisé, il est prêt à collaborer avec la commune en elle-même. La collecte de l'information, la communication avec les parties prenantes et principalement avec la population locale, ça a été réalisé à travers la communication avec les associations locales. Donc, toutes les associations locales qui sont de la région, ils ont reçu l'information, ils sont sensibilisés à ceci et puis ils sont très motivés pour collaborer en cas où il y a des actions concrètes qui concerneraient leur territoire à mettre en œuvre. Donc, oui, c'est facile à intégrer la population des acteurs parce que c'est un petit territoire et je pense que tout ce que nous avons fait là-bas, il a été suivi de près aussi bien par la société civile, c'est-à-dire les associations, que par les autorités de gestion, que ce soit au niveau de la commune, la collectivité, que ce soit au niveau des autorités locales ou des acteurs de développement comme le forestier et l'agriculteur. Alors, merci beaucoup pour cette réponse-là. Puis même en lien avec peut-être le rapport final de projet, là, je pense qu'une documentation de ces aspects-là, -là, c'est souvent des livrables beaucoup plus intangibles, c'est-à-dire de communiquer, de transférer, de mobiliser les connaissances pour la prise de décision. Donc, si vous avez encore davantage d'informations sur ce volet-là, je sais que nous, à Wauranas, on est beaucoup, beaucoup intéressés. C'est souvent ça qui fait la grosse différence dans la prise en compte de ces informations scientifiques-là dans la décision. Là. Donc, merci beaucoup pour la réponse et la présentation. Peut-être je peux ajouter une chose que moi j'ai vraiment trouvé très intéressant, peut-être pour des projets ailleurs. C'était le petit outil qui était utilisé pour partager les informations avec les participants, avec le public, qui était assez simple, mais ça m'a aidé de beaucoup mieux comprendre à distance ce qui se passe dans les familles. Oui, c'est vrai que nous avons essayé de capitaliser toute l'information que nous avons collectée, principalement l'information socio-économique et puis également sur les activités économiques, sur une carte qui est accessible aux acteurs. Et d'ailleurs, lorsqu'on l'a conçue, on l'a partagé, diffusé auprès de toutes ces associations. Ils ont accès maintenant à la commune, donc ils peuvent au moins voir leur commune sur Google Maps et l'information et leur faire visiter les différents villages virtuellement sans y aller parce que pour chaque village, on met de l'information, la population, les cheptels qu'il y a, les infrastructures qu'il y a, s'il y a une association ou pas. S'il y a une association, on met l'information sur l'association, s'il y a une coopérative, s'il y a d'autres infrastructures, s'il y a des projets qui sont en cours. Plus de photos un peu du village. Donc, c'est un peu, ça sert comme outil surtout de connaître le terrain. Et puis, on envisage aussi s'il y a des activités qui seront mises en œuvre ultérieurement, d'actualiser cet outil. Encore une fois, merci beaucoup, Abdelatif, et je donne la parole à Alain pour notre prochaine présentation.